Je suis ici pour effectivement évoquer quelques thèmes du livre qui porte ce titre explicite, Futuro. Et ce livre essaie de se pencher sur un paradoxe qui est qu'aujourd'hui, la science avance très vite, mais que pour autant, nous avons parfois le sentiment d'avoir perdu le temps, de ne plus savoir ce qu'est le temps. Et c'est ce paradoxe dont je voudrais dire quelques mots. Il y aurait donc pour nous une nécessité de réapprendre à penser le temps, de prendre notre temps. Le temps, comme l'espace, Kant parlait des formes a priori de la sensibilité, les anthropologues ont pu étudier dans diverses sociétés du monde la manière dont ces sociétés se référaient à l'espace et au temps pour créer une logique symbolique qui se retrouve dans l'organisation des villages, l'organisation de la société, le rapport à l'histoire. Lévi-Strauss a écrit « Dès l'apparition du langage, il a fallu que l'univers signifie », c'est-à-dire qu'il prenne un sens. Et ce sens a été distribué arbitrairement par les différentes cultures et il est interne à l'organisation du temps et de l'espace. Il se retrouve, encore une fois, dans le plan des villages, dans les règles de résidence aussi, puisque dans un village africain traditionnel, on doit vivre avec l'un des partenaires, obligatoirement, on ne peut pas vivre n'importe où. Et cette organisation signifie aussi que chaque identité individuelle est engagée dans un lien d'altérité. C'est vrai pour toutes les sociétés et pour nous. On ne peut analyser l'identité individuelle de chacun qu'en se référant à ses liens avec d'autres. Ça commence à la naissance et ça continue ensuite. Cette liaison entre l'espace et le temps marque toutes les traditions, aussi bien en Europe qu'ailleurs, mais elle trouve des expressions particulièrement fortes dans des cultures traditionnelles, anciennes. Il y a une circularité du temps qui correspond à l'organisation spatiale. Le temps des saisons, chez nous, est évidemment très, très marqué, et nous avons l'habitude de modeler notre calendrier politique ou sportif sur ce rythme-là. Nous parlons des saisons sportives, des saisons politiques, de la rentrée, etc. C'est donc une idée assez tenace et qui revient, qui correspond évidemment au rapport entre la Terre et le Soleil. Il y a quelque chose de cosmologique là-dedans. Les sociétés sont souvent divisées en classes d'âge pour bien marquer l'appartenance d'un groupe à une époque du temps. Et il y a une société en Côte d'Ivoire, chez les Attiers, où il y avait une correspondance spectaculaire entre l'organisation de l'espace et l'organisation de la société. Chaque classe d'âge habitait un quartier du village. Et puis, quand elle avait atteint un certain âge, elle changeait de quartier, sur 3 quartiers. Et à la fin, elle revenait dans le quartier de départ, ceux qui survivaient. C'était donc une circularité spatiale qui correspondait à la circularité du temps, dans un système où on pense que l'hérédité reconstitue des individus et que l'humanité se renouvelle comme les saisons se renouvellent. Par rapport à ces organisations traditionnelles, dont je parle ici bien rapidement, on peut dire que la modernité telle qu'elle s'est construite à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle marque une rupture complète. Elle marque une rupture sur 2 points, en affirmant la primauté de l'individu et en affirmant la primauté du futur sur le passé. C'est au XVIIIe siècle qu'apparaissent les grandes utopies dont le philosophe Lyotard a parlé dans son livre sur la condition postmoderne. Qu'est-ce que c'est que les utopies et les grands récits
et comme ils les appellent, qu'est-ce que c'est par rapport aux cosmologies traditionnelles? Eh bien, ce sont des mythes du futur, alors que les cosmologies sont des mythes qui portent sur le passé, sur l'origine de la société. Ce sont des cosmogénèses, tandis que l'utopie imagine la société à venir. Et puis, il y a une différence sur un deuxième point, c'est que les cosmologies sont attachées à des cultures particulières, à des sociétés particulières, parfois très petites. C'est la naissance d'un groupe que raconte la mythologie. Alors que les utopies du XIXe siècle considèrent l'humanité dans son ensemble, elles sont universalistes. Elles portent donc sur l'ensemble de l'humanité et sur l'avenir, alors que les cosmogénèses portaient sur un petit groupe et sur le passé, sur l'origine. Alors ces grands récits du XIXe siècle, on sait bien le sort qu'ils ont eu. Ils se sont effondrés au XXe siècle avec l'expérience historique et les désastres qu'ils ont entraînés dans l'histoire réelle. Ce qui fait que le XXe siècle a marqué la fin de ces grandes utopies du passé et qu'on a pu parler ensuite de la condition postmoderne pour essayer de voir ce qui remplaçait ces grands récits. Je n'aime pas le terme de postmodernité parce qu'il ne tient pas compte du fait que ce que nous vivons aujourd'hui me paraît davantage une accélération des processus constitutifs de la modernité qu'une chose différente. Nous sommes dans une époque où la notion d'individu est extrêmement importante, même si on a parfois tendance à la confondre avec le consommateur. Et notre idée du futur n'est pas fermée, même si les récits qui essaient d'en rendre compte risquent de tourner eux aussi à l'utopie. J'ai proposé le terme de surmodernité, au sens où on parle chez Freud de surdétermination, par exemple pour dire qu'il y a trop d'explications, trop de facteurs explicatifs pour que l'explication soit simple. Surmodernité qui serait marquée par 3 caractères: l'instantanéité du point de vue du temps, l'ubiquité du point de vue de l'espace et la communication du point de vue de la relation. C'est-à-dire que l'instantanéité, c'est un peu la négation du temps, l'ubiquité, c'est un peu la négation de l'espace, et la communication, c'est un peu la négation de la relation. Paul Virilio a fait remarquer que le temps réel, le live en américain, tue l'espace réel. Et il reproche à Fukuyama d'avoir parlé de la fin de l'histoire en disant c'est la fin de la géographie, en fait. Je crois qu'il se trompe sur Fukuyama parce que lorsque Fukuyama parle de la fin de l'histoire, il ne parle pas de la fin de l'histoire événementielle. Mais l'analyse est suggestive. Le temps réel, le live, tue l'espace réel. En fait, la communication pourrait paraître au contraire l'apothéose de la relation, puisque les instruments de la technologie nous permettent de communiquer avec n'importe qui à l'autre bout du monde. Et c'est vrai, mais on peut s'interroger sur ce que signifie cette relation. Parce que les relations entre les hommes s'inscrivent dans le temps et dans l'espace, justement. Et la suppression de cette dimension temporelle, cette dimension spatiale, produit autre chose que de la relation. Alors, il n'est pas question de nier l'importance des technologies de la communication. Elles sont évidemment fabuleuses et elles ont tout l'avenir devant elles, mais peut-être faudrait-il éviter de les prendre pour des fins. Ce sont des moyens. Je remarque que les grands hommes politiques, ceux qui nous gouvernent, lorsqu'ils veulent se parler, ils décrochent leur téléphone, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Ils vont se voir. Comme si dans le contact, quand il y a des grandes décisions à prendre, ils ont besoin de se rencontrer. Et la rencontre passe par le face-à-face. Nous sommes donc dans un monde marqué par ce qu'on pourrait appeler l'idéologie du présent, où le passé n'existe plus et où le futur ne s'imagine pas.
Tout cela est lié à l'instantanéité et à la circulation des images au milieu desquelles nous vivons, mais c'est lié aussi à la dimension planétaire, à la globalisation. Car quand nous parlons de globalisation, nous parlons davantage d'un phénomène technologique et économique, mais qui est radicalement nouveau, puisque tout le monde aujourd'hui sait que le contexte, tout contexte de vie sociale, même celui d'un petit groupe d'Amazoniens dans la forêt, ce contexte renvoie à la planète entière. Au fond, l'extension de l'économie et de la technologie nous donne le sentiment que toutes les affaires sont des affaires intérieures, ce qui produit d'ailleurs souvent des craintes, parce qu'il suffit qu'une catastrophe se passe à l'autre bout de la Terre pour que nous en soyons immédiatement avertis et que nous tremblions comme si c'était à nos portes. Il y a un changement d'échelle auquel nous n'arrivons pas tout à fait encore à nous habituer. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir de cette nouvelle organisation ou désorganisation du monde? Eh bien, Fukuyama, dans son livre sur la fin de l'histoire, avait proposé une hypothèse optimiste, mais dont Derrida se demandait déjà si elle correspondait à une analyse des faits sociaux ou à un souhait, à un vœu. Parce que Fukuyama ne parlait pas de la fin de l'histoire au sens de la fin de l'histoire événementielle, mais il voulait dire que nous étions tous d'accord sur la formule à développer. La formule à développer, ce serait la relation entre la démocratie représentative comme formule politique et le marché libéral comme formule économique. Seulement, ça ne marche pas tout à fait comme cela, parce que nous savons bien que le marché libéral global, des sociétés qui n'ont rien de démocratique s'en accommodent très bien, et qu'on peut avoir des régimes politiques tout à fait dictatoriaux qui sont tout à fait à l'aise dans le marché global et libéral, avec quelques petits ajustements. D'un autre côté, il nous faut prendre acte du fait que nous ne marchons pas vers une démocratie planétaire. L'écart ne cesse de se creuser entre les plus riches des riches et les plus pauvres des pauvres. Et il ne cesse de se creuser aussi entre ceux qui sont le plus proches de la connaissance et ceux qui en sont le plus éloignés. Il faut tenir compte, pour refaire cette appréciation, du fait que nous serons à la fin de ce siècle pas loin de 10 milliards d'habitants, alors que nous, au début du XXe siècle, c'était 1,5 milliard. Il y a donc un changement considérable qui n'est pas sans conséquence. Si cet écart se creuse et continue de se creuser, malgré certaines apparences, il y a des pays émergents qui, évidemment, accèdent à la prospérité relative, mais à la prospérité de certains. Parce que dans des pays comme la Chine, comme le Brésil, les écarts entre les plus riches des riches et les plus pauvres des pauvres sont considérables, comme chez nous, ou pire peut-être, et dans les pays sous-développés également. Ce qui fait que, globalement, on a un accroissement de cet écart. Nous marchons donc, semble-t-il, vers une oligarchie planétaire et pas une démocratie qui se partagerait en 3 classes. La classe des possédants, plus ou moins liés bien sûr à ceux qui savent, au milieu de la connaissance, bien sûr, globalement. Et puis une deuxième classe qui est celle des consommateurs. Et puis une troisième classe qui est celle des exclus. Et il n'est pas certain que le marché ait besoin de s'étendre jusqu'à tous les exclus, ce qui correspondait à une vision optimiste de l'action du marché. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est peut-être au contraire au renouvellement accéléré des produits. Dès qu'on achète un téléphone portable, il faut le remplacer. Et c'est ce renouvellement accéléré qui fait que peut-être le dynamisme économique dépend davantage du renouvellement de l'offre que de l'extension de la demande. Si cette analyse est juste, évidemment, elle est inquiétante parce que cela signifie que la classe des exclus va s'étendre et qu'à la frontière entre les consommateurs et les exclus, il y a la peur
de tomber dans la catégorie de l'exclusion. Nous le savons bien aujourd'hui quand nous parlons de l'affaiblissement des classes moyennes. Alors que faire, comme disait Lénine? Eh bien, s'agissant de l'espace et du temps, il y a beaucoup à faire. Nous sommes invités, au fond, à soigner l'espace. Les écologistes nous y invitent, mais nous devons tenir compte aussi du changement d'échelle. Nous en tenons compte, mais d'une manière étrange. Nous savons bien qu'il y a de belles choses qui sont liées au passé et nous inscrivons au patrimoine de l'humanité, de l'UNESCO, les monuments remarquables, les centres-villes historiques, etc. C'est-à-dire nous sommes en train de faire l'inventaire, nous sommes tournés vers le passé et nous faisons l'inventaire des choses. Et cela s'applique à la nature aussi. Nous transformons la nature en parc naturel. Nous classons, nous rangeons, on met de l'ordre dans la maison, un peu comme si on préparait la planète pour recevoir la visite d'extraplanétaires, d'extraterrestres. Ils trouveraient les choses bien en ordre et ils pourraient visiter la Terre rapidement, comme les Américains quand ils viennent en Europe. Mais c'est une nature musée qui se met en place ainsi et qui n'empêche pas, par ailleurs, de maltraiter la nature. Du point de vue de l'espace, nous assistons aussi à une sorte de décentrement. Quand nous parlons de l'urbanisation du monde, qui est un fait, nous devons préciser que la ville est en train de changer. Le monde s'urbanise, mais la ville change. Et la ville change parce qu'elle se décentre. Les centres historiques deviennent principalement des sortes de musées que les touristes de l'extérieur viennent visiter. C'est-à-dire que ce sont des lieux de curiosité pour l'ensemble des gens du monde, mais ce sont de moins en moins des lieux de vie. Des lieux de vie parce que les loyers sont chers, parce que ça vaut cher, etc. Et puis parce que la vie active est plus généralement excentrée par rapport au centre historique. Mais ce décentrement s'applique aussi à la demeure de la maison. Jean-Pierre Vernant, l'helléniste, avait parlé de la maison grecque classique en opposant Hestia, la déesse du foyer, et Hermès, le dieu du seuil. Alors Hestia, c'était évidemment l'univers ombreux, féminin, sédentaire, et puis Hermès, l'univers ouvert à l'aventure, masculin, glorieux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve à la place du foyer? La télévision et l'ordinateur, c'est-à-dire la relation à l'extérieur, c'est-à-dire Hermès a pris la place d'Hestia. Et on pourrait parler de cela comme d'un décentrement de la maison, de la notion même de maison. Mais ça s'applique aussi au corps individuel, car nous avons tous nos portables sur nous. D'une certaine manière, je suis frappé quand je vois dans la rue les gens parler. Ils parlent seuls, croit-on. Ils ne parlent pas seuls, mais ils parlent à des interlocuteurs que nous ne voyons pas. Et même, souvent, dans un café, on voit des gens face à face, en train de prendre un café, et ils sont chacun avec leur ordinateur en train de parler avec un fantôme. C'est un exemple de ce changement d'échelle auquel insensiblement nous nous plions. Nous sommes ailleurs que là où nous sommes, et c'est une donnée qui n'a pas fini d'avoir des conséquences. Cette manière dont l'espace nous échappe peut se voir aussi dans le tourisme. Il y a deux modalités du parcours du monde. Il y a la modalité glorieuse, le tourisme, et la modalité misérable, au moins au départ, qui est la migration. Et on peut remarquer en général que les touristes vont dans les pays d'où les migrants s'en vont. C'est-à-dire qu'il y a des circulations de personnes qui s'ignorent. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, à force de parcourir le monde, il ne nous suffit plus.
et l'on a commencé à envisager de faire du tourisme planétaire. Il y a des gens très riches qui ont retenu leur place pour se faire mettre en orbite et observer la planète comme paysage. Ça a eu lieu déjà et ça va se développer chez certaines personnes fortunées. La perspective reste ouverte. Que faire de notre espace? S'agissant du temps, c'est encore autre chose. Reprendre son temps, ça voudrait dire donner sa place au passé sans donner toute la place au passé. C'est peut-être ce que l'on peut reprocher aux grandes théories qui étaient encore hier et aujourd'hui encore prégnantes, le marxisme, la psychanalyse, ont tendance à faire dépendre tout le présent du passé qu'il ordonne. Et peut-être faudrait-il tenir compte de la dimension créative qui constitue le futur. C'était un peu ce que Sartre essayait de mettre en évidence quand il critiquait la psychanalyse et le marxisme aussi d'ailleurs. Il faudrait réussir à penser le futur, mais sans plus céder au désir de l'imaginer par avance, ce que l'on reproche aux utopies du XIXe siècle. Ne pas le projeter dans l'avenir. Peut-être faudrait-il s'inspirer de l'exemple de la science. La science est modeste, je ne parle pas des scientifiques, mais de la science. La science est modeste parce qu'elle déplace les frontières de l'inconnu. Elle fait bouger la connaissance par partir d'hypothèses. Et si l'hypothèse ne marche pas, on reprend. Il faudrait peut-être avoir une conception scientifique des relations humaines en ce sens et de l'expérience politique. Tout cela pour éviter de se noyer, comme aujourd'hui, dans les images du présent. Et ce sentiment illusoire qu'il n'y a plus de temps, alors que ce qui n'existe pas, c'est le présent. À peine je prononce ces mots, je suis déjà dans la suite. Autrement dit, le présent est une notion insaisissable. Ce qui compte, c'est ce futur en devenir que nous appelons le présent. Eh bien, peut-être faudrait-il en reprendre conscience et retravailler l'ensemble de nos activités sur le modèle de la science. L'ethnologue que je suis ne résiste pas à invoquer de ce point de vue l'exemple du rite, le rite que toutes les sociétés utilisent dans des contextes différents. Qu'est-ce qu'un rite? Un rite, ça peut paraître l'exemple même de la tradition, puisqu'il a des règles qu'on doit respecter, qu'il y a un mode d'emploi du rite qui doit être suivi attentivement, et donc il est une expression du passé de ce point de vue. Mais le rite n'est réussi, il ne produit un effet que s'il ouvre l'avenir, que s'il inaugure quelque chose. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les rituels les plus importants ont lieu au moment de la naissance, ou du mariage, ou de la mort, avec cette idée qu'on ouvre une nouvelle piste, une nouvelle voie. Alors, les rites sont réussis ou ne le sont pas, mais ils ne sont réussis que s'ils persuadent ceux qui y assistent que cette ouverture a eu lieu. Autrement dit, le rite, c'est la perfection d'une liaison entre le passé que l'on respecte pour l'exécuter et l'avenir que l'on réussit à faire imaginer. Il faudrait donc en ce sens que le rite, d'ailleurs il n'est jamais complètement exclu de nos pratiques actuelles, parce que nous avons l'intuition de cela. Il exprime la nécessité de rendre le temps visible. C'est pourquoi je prolongerai cette réflexion sur le rite en guise de conclusion par un nouvel appel à l'utopie. L'utopie, elle avait le mérite de mobiliser les esprits, les cœurs et la connaissance. Mais elle a eu la désastreuse rencontre historique qui lui a fait aboutir à des massacres. L'utopie à laquelle je pense, c'est celle de l'éducation. Nous sommes dans un monde, je le disais tout à l'heure,
où l'écart entre ceux qui sont proches de la connaissance et ceux qui en sont loin ne cesse de s'accroître. Les chances d'avenir des individus humains dès leur naissance sont absolument inégales. Quelles sont les chances d'avenir respectives de la fille d'un paysan afghan et du fils d'un professeur à Harvard? Ce sont deux mondes différents, deux planètes qui semblent ne pas se croiser. Et pourtant, si on mettait l'un à la place de l'autre, tout changerait. Ce n'est pas une fatalité génétique ou ontologique. Il y a donc là un objectif clair, et d'autant plus clair que, après tout, il repose sur une définition. Pourquoi sommes-nous sur Terre? C'est une question à laquelle je ne veux pas répondre de façon dogmatique, mais je le ferai quand même. Je dirais que nous sommes sur Terre pour connaître ce que nous sommes, ou commencer à le connaître, et connaître le monde qui nous entoure. Et cette activité-là, il me semble que si nous réussissions à la généraliser au prix d'un effort dont je ne sous-estime pas l'importance, eh bien, il nous donnerait la richesse en plus. Si nous réussissions à tout sacrifier à l'éducation généralisée pour tous, je crois que les retombées en termes de prospérité et d'économie seraient là. Seulement, ça demande un tel effort qu'il s'agit d'une véritable révolution. Simplement, c'est une utopie qu'on peut prendre par le petit bout. On peut agir ponctuellement avec la conscience de faire quelque chose ou d'essayer de le faire, ce qui, après tout, est toujours réconfortant. Le grand mérite des utopies du XIXe siècle, c'était de mettre en jeu, en scène, l'homme universel. Et je crois que souvent nous avons tendance à ignorer les trois dimensions de l'individu, de l'homme au sens générique, bien sûr, je parle de l'homme aussi bien femme et homme, mais l'homme, l'être humain. L'homme a trois dimensions, la dimension individuelle, que par définition nous sommes tous en état d'apprécier. La dimension culturelle, au sens du fait que nous nous regroupons par nation ou par groupe à l'intérieur des nations avec des références que nous partageons. On dit parfois qu'il faut respecter les cultures, on a raison, mais il faut les respecter en sachant qu'il faut aussi les analyser, car tous les systèmes culturels aucun système culturel n'a une idée égalitaire des individus. Autrement dit, le respect de l'individu et le respect des cultures, ça ne marche pas toujours ensemble. Et ce qui s'impose, c'est aussi la référence à l'individu générique, l'homme en général, dont chaque individu humain doit être un représentant. Sartre, encore lui, avait une bonne formule lorsqu'il écrivait « Tout homme, tout l'homme ». N'importe quel homme, c'est tout l'homme. Et je prendrai un exemple, par exemple, lorsqu'Armstrong a marché sur la Lune, nous n'avons pas pensé « tiens, c'est un Américain ». Nous avons dit « l'homme a marché sur la Lune ». C'était une perception de ce côté générique de l'humanité. Il faut donc sérieusement penser à cela et à conjuguer les dimensions individuelles, culturelles et génériques. La priorité à la connaissance, c'est cela. L'utopie de l'éducation, c'est cela. 2 points encore. Les cultures. Les cultures ont toutes une dimension universelle par les questions qu'elles posent, mais pas par les réponses qu'elles apportent. L'anthropologue peut parler de ce point de vue. Les différentes cultures dans le monde traitent toujours des mêmes problèmes. La mort, la naissance, les rapports entre les sexes, les rapports entre les individus, mais ils n'apportent pas les mêmes réponses. Elles sont donc virtuellement universelles, mais dans la réalité particulière. Et c'est pourquoi
c'est le rapport entre la dimension individuelle et la dimension générique de l'homme qui permet d'apprécier le rôle des cultures et éventuellement de les dépasser. Quand on parle de société pluriculturelle, ce n'est pas le fait pour dire que ça ne veut pas dire qu'il faut que les choses soient contiguës les unes aux autres, sans effet d'échange, de rencontre et de correction. Car les ensembles culturels ne respectent pas toujours l'autonomie des individus. C'est la première chose. Il convient donc de respecter les cultures sans s'aliéner à aucune d'entre elles. Le deuxième point, c'est l'univers tel que nous le pressentons aujourd'hui, que nous commençons à en avoir une certaine connaissance. Nous appartenons à une planète dont Pascal disait qu'elle était un infime canton de l'univers. Il était encore plus infime ce canton qu'il ne le pensait. Il y a des milliards de soleils dans notre galaxie et il y a des milliards de galaxies dans l'univers connu. Évidemment, tout cela dépasse l'imagination et pour rester à Pascal, on comprend la formule qu'il utilisait, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Et je reviendrai à Voltaire et à son jardin, qui disait qu'il fallait cultiver notre jardin, car c'est le bon sens même. Seulement notre jardin, aujourd'hui, il est étendu à la planète entière. Il faut donc la soigner et, indépendamment de cela, soigner ceux qui l'habitent, c'est-à-dire les hommes. Et j'en reviens à mon étude de l'éducation. Car notre jardin, c'est le jardin de la connaissance. Je vous remercie.